balayée par les vents. La Terre de Feu, aiguisée comme une flèche au bout d'un harpon, plonge dans les eaux froides de l'océan à l'extrême sud de l'Amérique. Cette terre du bout du monde, désormais accessible aux voyageurs, offre le spectacle d'une nature puissante et grandiose. On dit toujours qu'on peut connaître 4 saisons dans une même journée. On peut avoir de la neige, du soleil, de la pluie. Et en ce moment, par exemple, on démarre l'automne, alors on a beaucoup de vent. Ce sont des endroits vierges. On ne trouve aucun signe de présence humaine. Il n'y a pas de ville, pas d'antenne, ni de téléphone portable. Ici, tu es tranquille. Tu es complètement déconnecté du monde. Venus d'Asie par le détroit de Bering, les premiers habitants, après avoir traversé tout le continent américain, atteignent la Terre de Feu il y a environ 10 000 ans. Ils y vivent à l'écart des civilisations, notamment Inca, qui s'épanouissent alors dans la cordillère des Andes. À la recherche d'une route maritime menant aux richesses de l'Inde et de la Chine, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Mais il faut attendre le 20 novembre 1520 pour que Fernand de Magellan trouve la route qui mène vers le Pacifique et au-delà vers l'Asie. La Terre de Feu entre dans l'histoire. Parti de Punta Arenas avant même le lever du jour, notre bateau jette l'ancre dans le détroit de Magellan, juste en face de l'île Magdalena. L'Italien Antonio Pigafetta a tenu la chronique du premier voyage autour du monde de Magellan. Évoquant la traversée du détroit, il parle de loups de mer et d'oiseaux. La flotte espagnole est peut-être passée à distance de l'île Magdalena, qui abrite une colonie de manchots riche d'environ 50 à 60 000 couples. Pendant la période de reproduction, dès que le mâle arrive, il commence à préparer le nid. Il habite dans une petite grotte qu'il creuse lui-même dans la terre. Il le prépare pour sa femelle, qui n'est pas forcément la même que l'année précédente, car les manchots peuvent changer de partenaire tous les ans. Un bon nid ne doit pas être trop éloigné de l'eau, confortable, et avoir une bonne température. Mais il doit aussi être bien aménagé. Les nids sont construits à base d'herbes, d'algues et de petites pierres. Passé cette étape, il y a une sorte de parade amoureuse, pendant laquelle la femelle va choisir son mâle. Ils se regardent, essaient de se reconnaître à coups de bec, et c'est seulement une fois que la femelle a accepté le mâle que peut commencer l'accouplement. Fondée à la fin du XIXe siècle, Punta Arenas cultive son image de ville frontière ancrée au bord du détroit de Magellan, à l'autre bout du monde.
En accueillant ce rassemblement de vieux gréments, Punta Arenas célèbre l'époque où les bateaux empruntaient chaque année le détroit de Magellan pour relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. En 1881, 176 vapeurs et 36 voiliers font escale dans le port. Cette époque bénie prend fin avec l'ouverture du canal de Panama en 1914. Bénéficiant du dynamisme portuaire, l'élevage de moutons s'empare des grandes plaines de Patagonie. Cette époque est marquée par l'arrivée d'un grand nombre d'émigrants européens, notamment britanniques et croates. Les Indiens qui vivaient depuis des milliers d'années sur les bords des canaux de terre de feu sont exterminés ou, dans le meilleur des cas, chassés de leurs terres au profit des moutons. La statue de l'Indien dressée à l'entrée du cimetière de Punta Arenas est l'objet d'un culte secret, et les ex-voto qui l'accompagnent soulignent la volonté chez certains habitants d'honorer la mémoire de leurs ancêtres. En cette fin de journée, les officiers des grands voiliers se retrouvent sur la place d'armes que domine la statue de Magellan. Certains d'entre eux, sacrifiant à la tradition, vont sans doute toucher ou embrasser le pied de l'Indien Ahonikenk. Selon la légende, ceux qui agissent ainsi sont certains de revenir un jour à Punta Arenas. Fernand de Magellan n'aura pas eu cette chance. Après avoir découvert le détroit donnant accès au Pacifique, il poursuit sa route vers l'ouest afin de rejoindre la Chine et l'Indonésie. Mais il meurt en combattant aux îles Philippines. Au terme d'un voyage qui aura duré 3 ans, un seul navire regagne l'Espagne avec 18 survivants à bord. Et le nom de Magellan entre dans l'histoire. Il est le premier homme à accomplir le tour du monde. Afin de célébrer l'exploit de Magellan et de son équipage, Juan a passé plusieurs années de sa vie à construire une copie fidèle de la Caraque qui a accompli le premier tour du monde. La vie à bord était dure, le régime était très strict et les conditions précaires. Souvenons-nous qu'à la latitude où nous sommes aujourd'hui, ils passaient l'hiver uniquement vêtus d'habits en coton ou en laine, sans imperméable. La nourriture aussi était médiocre, on ne distribuait qu'un seul repas chaud par jour, alors qu'on leur demandait beaucoup d'efforts physiques pendant la journée pour travailler sur le bateau ou faire un tas de manœuvres. Et en plus de ça, il y avait l'incertitude de ne pas savoir où ils allaient. Il fallait vraiment s'en remettre à Dieu pour espérer arriver à bon port. La nuit tombe sur Punta Arenas. Mettant le cap au sud, nous prenons la direction de la baie Ainsworth, notre première escale en terre de feu. Au matin, les rayons du soleil peinent à franchir l'épais matelas de nuages gris qui s'est installé au-dessus des sommets enneigés de la cordillère Darwin.
Parvenu au fond de la baie, le commandant jette l'ancre et les marins mettent les Zodiacs à l'eau. Les guides naturalistes du Via Australis sillonnent la région depuis de nombreuses années. Ils en connaissent les moindres recoins. Pour le petit groupe de passagers dont ils ont chacun la charge, ils vont décrypter les mystères et les secrets de la nature fuégienne. Une mission qui commence par l'observation silencieuse de la beauté du paysage. Ici, le vent souffle beaucoup plus fort qu'ailleurs, car il n'y a pas de continent ou de bout de terre plus grand qui fasse barrière et freine le vent. Derrière nous se trouve une forêt subantarctique. Le hêtre de Magellan est la seule espèce résistante. Il est toujours vert. Le sol fertile est très mince en Patagonie, à peine 10 cm, 30 au maximum. Et c'est sur ces 10 cm de sol végétal, composé de lichen et de mousse, que commencent à pousser les arbres, au milieu d'autres petits arbustes. Les arbres grandissent et enroulent alors progressivement leurs racines autour des arbres qui les entourent. Et c'est ainsi qu'ils résistent au vent, qui atteignent facilement en Patagonie les 200 km/h. Jouant avec le soleil et les nuages, le vent fait danser les couleurs sur le flanc des montagnes, à la surface de l'eau ou sur la cime des arbres. Le spectacle est éblouissant, mais pas au point de troubler la sieste des éléphants de mer. Bien qu'on les appelle éléphants de mer, ce sont des animaux pélagiques. Cela veut dire que ce sont des animaux qui vivent en mer, mais qui doivent venir sur Terre pour se reproduire, ou comme c'est le cas ici, pour muer. Sous l'eau, on a observé des plongées pouvant aller jusqu'à 1600 mètres de profondeur et pouvant durer jusqu'à 2 heures. Il y a 2 ans, on a suivi un éléphant de mer grâce à un GPS. En une année, il a parcouru une distance identique à celle séparant Santiago de Moscou. Ce sont des animaux tranquilles, très grands et très lourds. Ils peuvent peser jusqu'à 5 tonnes. Ceux qu'on voit derrière moi sont des mâles qui ont entre 4 et 5 ans. Plus ils grandissent, plus ils développent leur proboscis. C'est l'organe qui est à l'origine de leur surnom d'éléphant de mer. C'est une caractéristique chez les mâles.
Ils gonflent leurs trompes pour montrer leur force et aussi marquer leur territoire. À l'échelle du temps géologique, notre incursion dans ce paysage mystérieux n'aura duré qu'une fraction de seconde. À l'instant où les éléphants de mer, avec une élégance insoupçonnée, pénètrent dans les eaux grises du fjord, nous reprenons notre voyage au cœur de la Terre de Feu. Au cours de la nuit, nous avons fait route à l'ouest en direction du Pacifique. Au matin, contournant les derniers contreforts de la cordillère Darwin, nous avons rejoint un nouveau chenal. Tranchée, rectiligne et étroite, le canal de Beagle traverse la Terre de Feu d'est en ouest sur près de 240 km. Plusieurs glaciers de la cordillère Darwin se jettent dans le canal de Beagle et forment ce qu'il est convenu d'appeler l'avenue des glaciers. C'est au pied de l'un d'eux, le Pia, que le commandant a décidé de diriger le Via Australis. Le canal doit son nom au HMS Beagle, un navire britannique commandé par le capitaine Fitzroy. En 1831, le Beagle arrive en Terre de Feu. À son bord, un jeune scientifique de 22 ans, Charles Darwin. C'est son premier et ce sera son dernier voyage à l'étranger. Mais c'est dans ses observations en Patagonie et surtout aux Galapagos que prendra forme sa célèbre théorie sur la sélection naturelle et l'origine des espèces. Le canal de Beagle a été creusé par les énormes glaciers qui couvraient la région au début du Quaternaire. Le glacier Pia, vers lequel nous nous dirigeons, connaît comme tous les autres glaciers de la cordillère Darwin une phase de régression.
le long des côtes de terre de feu, on ne rencontre pas de glace de mer. La température moyenne de l'eau y est trop élevée pour qu'elle gèle. Les seules glaces dérivantes proviennent du front des glaciers suspendus au-dessus de l'eau. Le glacier Pia qu'on voit là est très actif. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies afin d'observer des chutes, un peu de pluie, du soleil et des températures pas trop basses qui vont aider les blocs, les séracs, qui ne sont pas fermement accrochés au glacier, à se détacher. Ce qu'on voit juste derrière, c'est la vague provoquée par les chutes du glacier Pia. Alors, vous voyez les lignes, là-haut, il y a une sorte de lignes qui sont presque parfaites. Noir, blanc, vous les voyez? Les lignes qui sont blancs, c'est l'hiver. C'est l'accumulation de neige tombée. Les lignes qui sont noires, on dit qu'ils représentent un peu l'été de la Patagonie. C'est le sédiment transporté par les glaciers qui après, par les vents, par les mêmes glaciers qui prennent tout ce qu'ils trouvent dans le chemin, qui les transportent et les mélangent avec la glace. Plus il y a d'air contenu dans la glace, plus on va voir le glacier blanc. Si on approche et qu'on prend un fragment pour l'observer de plus près, on voit des milliers de petites bulles à l'intérieur. Ce même fragment de glace, sous le poids des couches de neige successives tombées pendant l'hiver, va finir par libérer l'air. Et on obtiendra alors une glace plus transparente, plus dense, avec moins d'air. C'est ce secteur du glacier qui agit comme un prisme. Il va capter la lumière du soleil, absorber toutes les couleurs, et la seule que l'œil humain va percevoir, c'est le bleu. On peut donc dire que c'est un phénomène optique. Le glacier n'est pas vraiment bleu, mais cette couleur signale la partie la plus ancienne, celle qui a supporté le plus de poids, la plus grande pression et qui est la plus dense. Ceci explique la différence entre le blanc et le bleu. De retour à bord, nous reprenons notre route accompagnés par les dauphins du canal de Beagle. Nous pénétrons bientôt dans l'avenue des glaciers. España, Romanche, Hollanda,
Italia. Le nom de chacun des glaciers qui se jettent dans le chenal rappelle qu'à la fin du 19e siècle, de nombreuses expéditions scientifiques internationales ont convergé vers la Terre de Feu. Le jour n'est pas encore levé, mais les guides sont déjà sur le pied de guerre. Nous approchons du Cap Horn. Poser le pied sur le rocher mythique, c'est avec ce rêve en tête que de nombreux passagers ont décidé de faire ce voyage. Mais la partie est loin d'être gagnée. On reçoit un rapport météorologique tous les jours, la veille du départ. Mais il faut toujours évaluer les conditions à l'arrivée. Le rapport météorologique peut dire une chose, et quand on arrive, les conditions peuvent avoir totalement changé. Il faut toujours attendre le dernier moment pour voir ce qui se passe. C'est fréquent en fait. On a 50% de chances de débarquer ou de ne pas débarquer. Tout se décide à la dernière minute. Le détroit de Magellan est contrôlé par les Espagnols et la navigation y est très dangereuse. En 1615, deux Hollandais, Isaac Lemaire et Willem Schouten, cherchent donc une nouvelle route plus au sud. Malgré les vents d'une extrême violence, ils franchissent le cap qui barre la route du Pacifique et lui donnent le nom de Horn, en hommage à leur ville natale aux Pays-Bas. Il pleut, il fait froid, mais la mer est plutôt calme. Le débarquement au Cap Horn peut donc avoir lieu. Un escalier de bois permet d'atteindre le sommet du rocher, où se dresse depuis une vingtaine d'années, en hommage aux marins disparus en mer, un immense albatros stylisé. Forteresse de pierre dressée face à l'océan, le rocher mythique monte la garde et résiste aux tempêtes des 50e hurlants. Occupation hautement symbolique, c'est un militaire chilien qui a la charge de veiller sur le phare du bout du monde.
On est une famille de 3 personnes plus un animal de compagnie. On doit rester ici pendant 1 an isolé. C'est pas facile. Mais c'est enrichissant d'être là, pas une punition. J'ai postulé pour ce poste et pour moi, c'est un honneur d'être ici au bout du monde pour la patrie. Même si c'est moi qui ai fait la demande, toute la famille est concernée. Ils ont passé des tests psychologiques, des examens médicaux. Ils ont même dû être opérés de l'appendicite. La relation avec les passagers est très cordiale, très sympathique. On s'occupe d'une fondation pour les enfants qui ont des problèmes. Les gens achètent des souvenirs et avec l'argent, on peut ainsi acheter des médicaments. Et quand on explique ça, eh bien, les gens participent bien au truc. Hello, welcome to Cabo de Hornos. Au début, on avait un peu peur parce qu'on n'était pas habitué à des vents si forts. La maison entière bougeait. On avait l'impression que le toit allait s'envoler. Petit à petit, on s'est habitué au vent. On sortait dehors pour sentir la force du vent. Ça s'est fait lentement et c'est bien pour nous car on voit des choses qu'on ne reverra peut-être jamais dans notre vie. Et quand on me dira « Attention, il y a beaucoup de vent », je pourrais dire que moi, j'ai connu des vents vraiment beaucoup plus forts. Les 50e rugissants nous ont épargnés. Le passage du Cap Horn s'est fait sous la pluie, dans le gris, mais dans le calme. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les voiliers sont peu nombreux à suivre l'exemple de Schouten et Lemaire. Il faut attendre 1848 et la ruée vers l'or californien pour que les clippers relient New York à San Francisco en passant par le Cap Horn. Paradoxalement, c'est au début du XXe siècle, à l'époque de la vapeur triomphante, que des 4 ou 5 mâts gigantesques à coque d'acier se lancent à l'assaut du Cap. Le vent est bien moins cher que le charbon. Ils sont donc plus de 2000 à se perdre dans les vagues hurlantes des 50e pour aller charger les phosphates du Pérou et le bois du Canada. Bien au chaud et à l'abri du vent, les passagers observent l'océan. Le monstre est endormi, mais il peut se réveiller à n'importe quel instant. La violence des vents venus de l'Antarctique, la puissance des vagues du Pacifique, leur rencontre avec celle de l'Atlantique. Autant de raisons qui poussent les marins naviguant dans cette zone à la prudence et à l'humilité. Malgré le fait que ce soit une zone où il y a peu de trafic maritime, les navires qui passent ou travaillent ici doivent avoir bien conscience qu'opérer dans cette zone signifie manœuvrer au gré de vent qui dépasse généralement les 100 km/h. C'est la condition météorologique la plus difficile ici en Patagonie. Après avoir connu la navigation dans les canaux, entre les glaciers, entre les îlots, arriver au Cap Horn, se retrouver dans un endroit où l'homme est à peine intervenu, où on peut échanger, cohabiter avec la nature, je me sens vraiment chanceux. Marcello nous avait prévenu. En terre de feu, on peut avoir 4 saisons au cours de la même journée. C'est donc avec le beau temps que nous prenons la direction de Voulaya.
Il y a 20 ou 30 000 ans, des peuples venus d'Asie franchissent le détroit de Bering et se lancent dans une longue migration au travers du continent américain. Les Yamana, qui vivent à Wulaya au début du XXe siècle, sont les descendants de ces peuples arrivés en Terre de Feu il y a environ 10 000 ans. Les 700 ans passés ici ont obligé les Yamana à s'adapter incroyablement bien à cet endroit. C'était avant tout des navigateurs, car dans un lieu comme celui-ci, on ne peut pas se déplacer sans canot. Ils étaient nomades aussi, mais ne parcouraient pas forcément de grandes distances. Ils allaient d'une baie à l'autre et s'alimentaient de lions de mer, d'oiseaux marins, d'œufs, de pingouins bien sûr, et de baleines aussi, jusqu'à leur exploitation commerciale. Ils vivaient complètement nus, car c'est la meilleure façon de s'adapter à ce climat. Ils dépendaient du feu. Ici, on ne manquera jamais ni d'eau douce, ni de nourriture, mais sans feu, on ne pourrait pas survivre. Wulaya, pour moi, c'est un paradis, un endroit de paix et de tranquillité, un endroit où ont eu lieu des événements importants dans la vie des Yamana. Quand on marche sur ces terres, on tombe souvent sur des pointes de harpons, des outils ou bien des cendres. Si tu touches le sol ici, il y a encore des cendres qui proviennent de leur feu. On découvre même des pièges à poissons en pierre, autant d'endroits où ils ont vécu et travaillé. On retrouve aussi des os de baleine, ce qui veut dire qu'ils ont fêté quelque chose à cet endroit, qu'ils ont peut-être été très heureux ici. À l'image des habitants de Wulaya, les Yamana et les Alakalouf de Terre de Feu ont payé de leur vie la rencontre avec la civilisation occidentale. Aucun des grands navigateurs dont nous avons évoqué les exploits depuis le début de notre voyage ne les a jugés dignes d'intérêt. Même un scientifique comme Darwin s'est contenté de vouloir leur inculquer les croyances et les règles de vie britanniques sans jamais chercher à comprendre leur mentalité et leur culture. Autre temps, autre mœurs. De retour sur le canal de Beagle, nous mettons le cap à l'est en direction d'Ushuaia. Ushuaia, la capitale de la province argentine de Terre de Feu, est considérée comme la ville la plus australe du monde. Son port en eau profonde sert aujourd'hui de base arrière pour les bateaux de croisière de plus en plus nombreux à se rendre en Antarctique.
Cette ville pionnière, qui compte aujourd'hui près de 60 000 habitants, apparaît sur les cartes en 1884. Jusqu'au milieu du XXe siècle, elle n'abrite qu'une prison destinée aux criminels dangereux. Une sorte de bagne plantée sur une île déserte, entourée d'eau glacée et battue par les vents. La ville ne présente pas grand intérêt. Si l'on accepte les curieux qui viennent jusqu'ici simplement pour avoir sur leur passeport le tampon de la ville la plus australe du monde, Ushuaia est avant tout la porte donnant aux randonneurs l'accès aux grands espaces de la nature patagonienne. En compagnie de Facundo, notre guide, nous prenons la direction du parc national de la Terre de Feu. C'est à Ushuaia que se termine la route panaméricaine. Elle commence en Alaska, traverse toute l'Amérique pour arriver jusqu'ici, au parc national. C'est incroyable de se dire qu'à 5 minutes de la ville, on trouve un paysage comme celui-là. Toutes ces montagnes font partie de la cordillère. Elle descend et perd de l'altitude jusqu'au canal Beagle. Ensuite, elle poursuit sa course sous l'eau jusqu'en Antarctique. Ce qui est intéressant à Ushuaia, c'est la combinaison de la montagne, de la forêt et de la mer. C'est ce mélange qui rend la région si unique. Les touristes viennent à Ushuaia et disent toujours « la fin du monde, la fin du monde ». Mais quand on a des journées ensoleillées comme celle-ci, avec un grand ciel bleu, ça ne ressemble pas à la fin du monde. En dehors du climat, l'endroit donne l'impression d'être le dernier morceau de terre avant l'inconnu, car on ne voit pas plus loin. Alors oui, c'est à moitié désertique. Il n'y a quasiment aucun chemin ni route. En fait, il n'y en a qu'une. Et lorsque tu arrives au bout, tu te sens un peu à la fin du monde. C'est une drôle de sensation qu'on vit chaque jour. Enivrés d'air pur, de silence et d'espace, nous quittons à regret les hauteurs de ce paradis naturel pour redescendre vers la terre des hommes. Tombés du ciel, des milliers d'étoiles accrochées aux collines d'Ushuaia accompagnent notre départ.
Canal de Beagle, détroit de Magellan, nous empruntons une dernière fois ces routes grandioses tracées au cœur de la Terre de Feu, où se mêlent les ombres fantomatiques des grands navigateurs et des Indiens Yamana. Pour se lancer à l'assaut de ces mondes inconnus et hostiles, ces hommes étaient portés par la passion et le goût de l'aventure. Quels que soient les dangers et les enjeux de leur mission, comment imaginer qu'ils soient restés insensibles à la force et à la beauté de ces paysages ? Poussés par la passion et par l'envie de partager avec les passagers les beautés de leur pays, l'équipage du Via Australis se lance un dernier défi et recherche d'ultimes émotions. Bueno, esos cormoranes que vemos ahí son cormoranes imperiales o cormoranes reales. Les cormorans qu'on voit là sont des cormorans impériaux ou royaux. Regardez celui-là, il est sur le point de s'envoler. Ils viennent d'acquérir leur plumage d'adulte et vont se préparer à migrer. Ce qu'on voit là-bas, ces structures, ce sont leurs nids. Ils sont très importants pour la reproduction de l'espèce. Non seulement parce que c'est l'endroit où ils pondent leurs œufs, c'est évident, mais aussi pour la parade. Car construire un bon nid, c'est la clé pour attirer une femelle avec succès. Le cormoran est un plongeur comme le manchot. Il plonge à 20 mètres sous l'eau pendant 3 à 5 minutes. Il pêche du poisson comme les sardines, les anchois, et des crustacés aussi comme les écrevisses, ou du krill s'il y en a. On a même déjà trouvé des restes de calamars dans l'estomac des cormorans.